Bonjour, merci d'être là pour cette rencontre avec Ron Howard, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Hello. Hello. Quite good. Yeah, very good. So I will ask a few questions first, and after they will ask questions. Great. What attracted you most in the scenario when you read it? Was it the human adventure, the source of inspiration of a mythic novel? The opportunity of making a big epic movie? Or the cinematic challenge it meant? What was it? It was probably all four. It was I thought it was the combination of values that I thought made it something very fresh, and I suppose the surprise that this mythic Moby Dick character was actually inspired by real events, and then I found those real events to be both epic and also very human, and even a little bit political and thematically relevant to today. Were you a big fan yourself of Herman Melville, Moby Dick? Not a big fan. I mean, I respected the novel. I'd seen the John Huston movie a couple of times. But I've always had a big fascination with dramas set in the ocean, or under the ocean, like the German movie Das Boot, one of my favorite movies. And there's something very foreboding about it and mysterious. I also, did you want to translate that or? Yes. Sorry, I forgot. Sorry. I forgot. Donc pour la première question, Ron Howard nous dit que oui, les quatre, en fait, c'est vraiment une combinaison, c'est la combinaison de toutes ces valeurs qui ont fait quelque chose de frais, c'est-à-dire d'actuel aujourd'hui. Il y a aussi la surprise de ce personnage mythique de Moby Dick et de réaliser que c'était des événements réels et qu'il y avait donc l'élément humain, l'élément épique et même l'élément politique qui fait que ça nous concerne encore aujourd'hui. Et pour la deuxième question, savoir s'il était un grand fan donc, du roman, il dit non, il respecte bien sûr le roman, il a vu 2 fois le film de John Huston, et il a toujours été fasciné par les comédies dramatiques qui se passent dans l'océan, donc dans la mer. Il y a quelque chose d'effrayant et de mystérieux. Let's see, now I forgot. That's something really foreboding and mysterious in the ocean. The reality is that on a personal level, I don't particularly like the ocean. It frightens me a little bit. Why? Well, it's well, when I was a boy, I was a child actor, and there was an American show in the 60s called Route 66. Has anybody ever heard of Route 66? Tell me when you want to. You could go on. Okay. So I was 8 years old, and I acted in this one episode. And in the episode, I had to jump into the ocean, and it was the real ocean. And I could swim, but I'd never been in the ocean. And when I jumped in, I was terrified. And under the water, I remember it went on forever. I felt like I was under the water forever. The bubbles cleared away. I just saw this blue expanse. I popped up. I was screaming, "Dad! Dad!" Fortunately, the character had a father in the movies, in the show, so it didn't ruin the take. But I did have to do it again. That was a little bit better. And it was all right. But 1 hour later, less than an hour, there was a lot of excitement. And suddenly all the men were running around and they were pulling up this line and they caught this big shark that had obviously been in the water very near where I had jumped in. And I think from that point on I was a little bit terrified of what was out there. Alors, il dit qu'en fait, personnellement, il n'aime pas l'océan, ça lui fait peur, et il raconte justement l'histoire quand il était enfant. Il avait 8 ans, il a joué dans le film qui s'appelle Route 66,
Il a joué dans un seul épisode et il devait sauter dans l'océan. Donc il savait nager, mais là aussi il sautait dans le véritable dans l'océan, c'était la première fois. Et sous l'eau, il sentait que ça n'en finissait pas, c'était éternel, il n'y avait même plus de bulles, il était encore sous l'eau, il voyait tout le bleu de l'océan. Finalement, quand il a émergé, il a crié « Papa !» Et heureusement que dans le film, l'enfant a effectivement un père. Et il a dû le refaire, donc plus tard, mais ça allait. Mais par la suite, 1 heure plus tard, il y a eu énormément d'excitation autour du lieu où il était. Et puis il a vu des personnes en train de tirer quelque chose, et c'était un requin qu'ils ont sorti de l'eau. Donc le requin était tout à côté de lui. Voilà, c'est de là que vient sa peur. So then when I directed Splash in the early 80s, I had to not only film a lot of scenes on the ocean, but I also had to learn to scuba dive in order to direct the underwater scenes with the mermaid. So this got me over my phobia. And so since then, I've spent a lot of time working on the ocean, but I never go there for enjoyment. Alors, quand il a réalisé le film Splash, au début des années 80, ça se passait aussi dans l'océan. Il a même dû apprendre à faire de la plongée sous-marine parce qu'il devait filmer La Sirène. Et c'est ce qui un peu lui a permis de dépasser sa phobie. Donc depuis, il a fait pas mal de films sur l'océan, mais c'est pas quelque chose qu'il aime. Il n'irait pas par plaisir. But I actually felt like I understood something about working on the ocean from Splash and then Cocoon. And I wanted to make a movie that was entirely set in the ocean. So in the late 70s, early, like 83, 84, I was trying to make a movie about Greenpeace and this ship Rainbow Warrior. I wanted to tell this dramatic true story, and I could never get the financing to do that. Really? But I planned it. I thought of a way to make it in a reasonable budget, but we didn't get to do it. Then, about 15 years ago, I wanted to do Jack London's Seawolf, because I thought it would be great to do a 19th century sea adventure. Well, that was too expensive. Couldn't get he couldn't get things right, and ultimately that one disappeared. So when Chris Hemsworth brought me this, in many ways, I felt that I had the experience to do it. I had the right actor to play Owen Chase. I'd had a good relationship with him in Rush. And the story, actually, it accomplished some of the things in both movies. Yes, of course. And so it just seemed like this was time for me to make this sea adventure. Et il a dit qu'en fait, il avait compris quelque chose quand il a fait le film Splash et Cocoon. Il avait envie de faire un film qui serait entièrement sur l'eau. Et donc au début des années, en 83-84, il a essayé de faire un film sur Greenpeace et le Rainbow Warrior. Mais il n'a pas eu les financements nécessaires, il avait tout planifié, il avait tout préparé, ça ne s'est pas fait. Il y a 15 ans, il a voulu faire un film avec Jack London, aussi pour une aventure sur l'eau, donc au 19e siècle, mais là c'était beaucoup trop cher, donc le projet a disparu. Et c'est pour ça que lorsque Chris Hemsworth est arrivé donc, sur le tournage de Rush et lui propose le scénario au cœur de l'océan, il s'est dit j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'expérience, j'ai le personnage donc, de Chris, de Owen Chase, puisque la relation se passait très bien ensemble, et l'histoire réunissait un peu les valeurs de ces deux films qu'il n'a pas fait. What is the most touching for you in Owen Chase's personality? Oh, I think it's this transformation and this gaining of a kind of a humility, which is difficult for him, because he's so prideful and so driven by that pride that sort of enrages him and fuels him. And then suddenly, as a result of this confrontation, he is really forced to think of himself as something small and insignificant, and it recalibrates his thinking in a way that I find moving. Alors, donc, dans la personnalité de Owen Chase, en fait, c'est sa transformation qui l'intéresse. C'est le fait que cet homme va gagner en humilité.
ce qui est une chose au départ qui est très très dure pour lui, parce que c'est un homme qui est extrêmement fier, et c'est vraiment sa fierté qui le pousse dans tout ce qu'il fait. Mais là, à cause de cette confrontation sur l'eau avec la baleine, du coup il s'est senti tout petit, insignifiant, et c'est ce qui a rééquilibré un peu la pensée de cet homme et son attitude. What could you have in common with them? Well, I mean, I understand being very ambitious. I also understand kind of a frustration with trying to break through preconceptions. And I think having been a child actor from television sitcoms, when I was beginning to dream of making movies, it was a preposterous idea. And I used to be very frustrated. You know, people would say to me, "Oh, you want to be a director? That's cute." When you get to be 30 or 35, I'm sure that you'll have an opportunity to try that. And I was like 18 or 19, and I'd say, fuck that. I want to do it now. And but otherwise, I don't particularly, I'm not this kind of man of action with that kind of, force. En fait, il dit qu'il comprend l'ambition et aussi la frustration et le fait qu'il faille essayer de dépasser les préjugés qu'on peut avoir sur vous. Il raconte comment lui, enfant, quand il était acteur, il rêvait de faire des films et quand il a commencé à l'exprimer, on le prenait pour un effronté et on lui dit « Toi, réalisateur, bah oui, c'est mignon, qu'il y ait des mignons, tu vois. À 30, 35 ans, peut-être que tu pourras commencer à le faire. » Il avait 18 ans et il voulait le faire tout de suite. Donc sinon il dit il ne fonctionne pas comme ça, c'est pas son mode de fonctionnement. What would you say was the most difficult thing to achieve in this movie? I think it was the most complicated movie that I've ever made, even more complicated than Apollo 13 or Backdraft. The combination of the technical challenges, the logistical challenges of working in those difficult environments, and also balancing these various storylines and trying to make them blend. I was very interested in this. It's also unorthodox, but that was one of the challenges that intrigued me. So every day was filled with complications and creative problem solving with a kind of an intensity that I don't think I've ever experienced before throughout an entire 72 days of shooting. Alors il dit que c'est le film le plus compliqué qu'il ait jamais fait, même plus compliqué qu'Apollo 13 ou Backdraft. Il y avait les problèmes, les défis techniques et les défis logistiques qui étaient extrêmement difficiles. Il fallait équilibrer un peu tout ça, trouver aussi toutes les différentes couches de l'histoire, pouvoir les mélanger entre elles. Et ça, il le faisait d'une manière pas du tout conventionnelle. Donc il y avait un défi énorme et tous les jours, pardon, j'aurais pu avoir le lien. Oui, donc tous les jours, il avait d'énormes problèmes à résoudre et cette intensité n'a pas molli durant les 72 jours de tournage. Qui pose la première question? Vas-y. Bonjour, d'abord merci pour ce film. Je voulais savoir, moi j'avais lu que Melville n'a pas rencontré Nickerson et je voulais savoir justement pourquoi vous avez décidé de faire ce face-à-face. Why did you choose to create this encounter? Well, it's that actual decision was made before I was involved in the project in the early development of the script, and I agreed with the writer for creating this fiction, this portion of fiction, because it still reflected the overall truth. Melville discovered the story in a very complicated way, and in fact kept revisiting it, and finally did meet Pollard, and I think he met Nickerson as well years later, and
his journey included rewriting Moby Dick, and in between the rewrite, he went back and read his notes and some journal notes, and a book by Essex. about the Essex that Chase had written, an account that Chase had written. And then he went back, and in the second draft he included Ahab for the first time. So I thought it was a simple, dramatic piece of dramatic license that helped frame the story well and offer some insight into the creative process, even though it wasn't the literal. The thing that we took more literally was the actual survival story. Alors cette décision avait été prise avant même qu'il ne soit lui impliqué dans le projet, c'est l'écrivain qui l'avait décidé, il était d'accord avec cette idée, parce qu'il trouvait que ça exprimait un peu toute cette recherche de la vérité. Melville a donc découvert cette histoire dans des conditions un peu compliquées et complexes, et il a rencontré par la suite Pollard et Nickerson, et en fait le parcours de Melville dans l'écriture de ce livre a été très long. Il y a eu plusieurs écritures et réécritures, et à chaque fois, entre chaque réécriture, il a relu des notes, il est retourné vers le journal de bord, il a même lu le livre que Owen Chase avait écrit sur le bateau, sur le Essex. Lors de la deuxième écriture du roman, c'est là que je pense qu'il introduit le personnage d'Achab. Et donc j'ai trouvé que c'était une bonne manière de planter le décor, d'expliquer un peu tout le contexte. And the other thing that I would just say is that Peter Morgan, who wrote Frost Nixon and Rush, of course in Frost Nixon, in reality there was never a phone call in the middle of the night, but it was a simple dramatic device to tell you a lot about Nixon and a lot about Frost and a lot about their personalities, just as Niki Lauda and James Hunt never had a scene where they met again at an airplane and talked about their relationship. They saw each other other times, they grew to have this affection, but what I've learned over the years is that you need to, and what Peter Morgan often says is that you sometimes have to create fiction so that within a movie you still reflect the truth, a greater truth, and so again, one of the reasons why I found that poetic license, that device, to be effective and useful. Donc voilà, il me donne aussi un autre exemple que Peter Morgan, celui qui a écrit Nixon, Frost et Rush, lui avait expliqué par exemple dans Nixon, la séquence du coup de fil la nuit n'a jamais existé, mais c'était un bon truc dramatique qui était très expressif et qui en disait très long sur ce qu'il fallait exprimer. C'est comme aussi dans le film Rush, il n'y a jamais eu cette conversation entre Niki Lauda et James par rapport à la relation. Et donc il a appris au cours des années qu'il fallait quelquefois créer un élément de fiction qui va vous permettre d'exprimer et de parler d'une plus grande vérité. Bonjour. Bonjour. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est le deuxième film où on se rend compte que Chris Hemsworth est un acteur de drame dramatique. C'est beaucoup de choses que juste utiliser son corps et ses muscles, et c'est grâce à vous. Mon premier c'était Rush. On s'est dit, quand même, c'est un bon acteur, ce Chris. Et donc, je me demandais quelle était votre relation avec lui. Est-ce que vous voyez pour encore un troisième rôle avec vous, et voilà, comment vous travaillez avec lui? So it's the second movie you make with Chris Hemsworth, and he said this is where we discovered that he's a dramatic actor. It's not only a nice body and muscle, and it's really thanks to you that we discovered that actor. Do you have another role for him, another movie? Well, there's nothing planned now, but I would love to work with Chris again. And he won the role in Rush through an audition that he made himself while he was on location doing the first Avengers. And just in his hotel room, he did a monologue from the script, and he also found something on the internet and recreated an interview with James Hunt, and his body language was different, and his accent was different.
And Peter Morgan and I were so impressed with him, and he just continued to demonstrate that kind of ability as we were making Rush. And so this is a very different kind of character, not quite as sexy and and loose and entertaining, but very, very challenging. Once again, this doesn't reflect Chris Hemsworth's personality, this guy. He had to create a character. And I was very impressed with him again. And in this movie, he also had earned my trust. So I made it a little bit more of a collaboration with him. There was, I included him more in the process, closer to the way I would work with, somebody like Russell or Crowe or Tom Hanks, or somebody who I'd worked with numerous times. Bon, pour un autre film, il n'y a rien de planifié pour l'instant. Il dit j'adorerais pouvoir faire un autre film avec lui. Et quant à son rôle dans Rush, en fait, il a fait une audition qu'il a créée lui-même. Il était sur le tournage d'Avengers et dans son hôtel, il a créé un monologue à partir du scénario. Il a trouvé quelque chose, une sorte d'interview sur Internet. Il a créé ce dialogue avec James Hunt et quand il l'a découvert, donc avec Ron Howard et Peter Morgan, il trouvait qu'il y avait ils l'ont découvert comme ça, ils étaient assez subjugués par sa capacité, par la manière dont il s'exprimait avec son corps. Et en fait, là, dans ce film, ce n'est pas du tout sa personnalité, il a vraiment construit son personnage. Et au cours comme ça de ce travail avec lui, il a gagné énormément la confiance de Ron Howard et c'est pour ça qu'il l'a inclus, il a coopéré beaucoup plus avec lui sur ce film comme il fait avec Russell Crowe, avec Tom Hanks. His main asset of Chris. Well, it's the calling card is this sort of striking charisma and this presence, like many kind of classic leading men of movies. But the thing that will give him the longevity is this creative appetite that he has to be effective in all kinds of movies, comedies and dramas, as well as action and fantasy. En fait, il dit c'est vraiment son atout majeur, c'est son charisme, la présence qu'il a à l'écran, un peu comme les grands acteurs classiques. Et ce qui fait qu'il va durer aussi dans le cinéma, c'est vraiment son appétit pour le travail et le fait qu'il veut toujours être au mieux de lui-même dans tous les genres, quel que soit le genre de film qu'il fait. Something impressive about your movies is how you reconstitute the Nantucket industry, the whale hunting. How did you research those things? Was it hard to find the real information of how it was working? Well, there are some whaling museums in the east, including Nantucket, but also New Bedford and a place called Mystic, that have tremendous detail and can tell you all about the entire process, including the manufacturing. And of course, it was along with agriculture. It was the sort of the primary economic engine for the growth of the American economy at this time. So there was a tremendous amount that was written about it, and it was fascinating to research it. We also were able to see a lot of photographs and some silent movies that still captured, made in like the 1920, but very accurately reflected the classic old-fashioned sort of whale hunt, and of course with no conscience about it. But this is getting long. But there were hints of this sort of new moral understanding. This dilemma was starting to take shape, and you could see it in some of the journals of the shipwreck crew, who wondered whether this whale attacking them was in fact punishment. And it's also in Melville's writing in Moby Dick in a few sentences. Alors en fait, il y a des musées sur la chasse à la baleine à Nantucket et aussi à New Bedford dans une ville qui s'appelle Mystic. Et il y a énormément de détails, donc c'est extrêmement... il y a beaucoup d'informations, et même sur le processus de fabrication.
Donc comme l'agriculture, la chasse à la baleine était le moteur économique pour la croissance des États-Unis à l'époque. Donc il y a énormément de livres sur le sujet, il y a aussi beaucoup de photos, ils ont même trouvé des films muets des années 20 qui sont très précis et qui vous montrent la manière très classique de la chasse à la baleine. Et à l'époque, sans qu'il y ait, bien sûr, on ne parle pas du fait d'exterminer cette espèce, mais il dit qu'il y a quand même des allusions à ce dilemme moral que semblent évoquer certains naufragés dans leur journée de bord. Il y a même où il parle d'une certaine notion de punition, comme si l'animal punissait l'homme, et même Melville y fait légèrement allusion dans les deux. Même dans le film, even in the movie. Oh, yeah. Yeah. It is shot like that. Yeah. Hi, and congratulations. Thank you. I want to talk about the format. Why did you choose to not shoot the movie in CinemaScope? Well, because of the tall ships, and we felt like that we needed as much height as we could have. In fact, we even thought about shooting it in square. And the studio didn't like that idea very much, which I can kind of understand ultimately. It felt more appropriate given the kinds of frames that we'd be trying to create. En fait, il dit parce que c'est le bateau qui était très haut, ils avaient besoin d'un maximum de hauteur. Si le studio avait accepté, ils auraient même pris le format carré, mais naturellement le studio n'a pas voulu. Donc c'était vraiment le format le plus adéquat. Bonsoir. Je voulais savoir en fait ce que avait apporté ce film en termes de mise en scène dans votre travail en tant que réalisateur, puisque c'est un film qui est tourné dans un espace très restreint, avec énormément d'effets spéciaux, un monstre qui n'existe pas physiquement, et surtout qui est tourné cette fois en 3D. So I wanted to know what this movie brought to you in terms of mise en scène, because the space is very limited. You have a lot of visual special effects that you have to use, and the monster, the whale, is in 3D. So it's CGI, visual effects, and limited space. So how did that impact the audience? Well, we also filmed in the ocean, almost half the movie. So anything that could be filmed on the actual ship or in the whaleboats was shot in the actual location. So knowing that, even when we were, for safety reasons, because of the kinds of stunts that we were doing that we couldn't control out in the ocean, we always knew that we needed to create something that was as seamless as it could possibly be. But let me add one more. Yeah, sure. Say that and then I'll add one more. No, go ahead. No. Okay. One time there was something that was supposed to be shot in a tank. We were in Lanzarote, but it wasn't. We were in Lanzarote, which is a volcanic beach, and that was where the desert island set was. And it was a park. It's a very special beach there. We had a permission to go there, but we couldn't go in the water. We were forbidden because of riptides and all the rocks and the sharp volcanic rocks. And so I was going to get a shot instead of Chris Hemsworth in a tank, and we would just kind of get something, a propeller or something to stir up some waves. And Chris kept saying, I'm a surfer. I can tell you that's not dangerous. I could be all right. This was when he was at his very thinnest and weakest. And the underwater photographer, who was very experienced, said, I don't think it's going to be a problem, Ron. And I said, look, we have very strict rules. We're permitted to be here, and I can't allow that. We're going to have to do it this other way. It's a compromise, but we have to do it. So then I was going to shoot the scene over here, and I looked around for Chris, and he wasn't there. And of course I saw him out here in the ocean bobbing up and down, and he and the camera operator went there and got some great shots that, those are the shots of Chris crashing around and underneath and washing up onto the ocean. So I was very thankful for Chris's courage, and it helped us, Alors
Alors la moitié du film a été filmé donc sur l'océan. Tout ce qu'ils pouvaient filmer sur le bateau ou sur l'océan, ils l'ont fait. C'est simplement quand il y avait des raisons de sécurité qui les empêchaient de le faire qu'ils ne l'ont pas fait, comme pour certaines cascades. Mais sinon, ils ont essayé de faire en sorte que rien ne puisse se voir à l'écran. Donc il y a une prise, donc quand ils sont sur cette plage volcanique, ils avaient le droit d'être sur la plage, mais ils n'avaient pas le droit de filmer, d'aller dans l'eau. Et donc il allait faire cette prise dans une sorte de bassin avec Chris, et Chris me dit, mais attends, moi je suis un surfeur, moi je sais, et je te dis, ce n'est pas dangereux, on peut le faire. Et à l'époque, donc, quand il était super mince, mais Ron a dit non, on nous a imposé des règles très strictes et je ne vais pas y déroger, on ne pourra pas le faire. Et pendant qu'il préparait justement la scène, à un moment donné, il le cherche et il le voit, il était dans l'eau avec le photographe qui lui aussi était quelqu'un qui connaissait très bien la photo en plongée, enfin sous l'eau. Et il a fait sa scène, et c'est comme ça qu'il a permis de donner à cette scène énormément d'authenticité. Hi, actually I have two questions. The first one is, why did you choose to make the whale white? Is it color-wise because it's too bright? And the second is, why did you choose to make the actors lose that much weight, while nowadays we can create CGI thin people? Well, I'll answer the second one first. You can do little enhancements with CGI, but very difficult and very, very expensive for all of the number of shots that we would have had to actually make it look very authentic, and we couldn't have afforded it either. So it was very important for them to make that commitment and really lose that weight. There was just no other, we couldn't have. Wasn't it dangerous for them? Well, we did it with nutritionists and trainers. I had even consulted with Tom Hanks, who had done it twice. The first time he did it on his own, and he felt like he suffered some health problems as a result. The second time he did it for Castaway, and that time he did it under the care of a nutritionist and a trainer. And that's certainly, the way we approached it. As far as the whale, well, there was an albino whale that Melville took inspiration for. That's not the whale that rammed the ship. And so he combined them to create the mythic whale and what we did. We discovered that there's this skin ailment, that a kind of a sickness that older whales can get that makes their skin blotchy. And we thought, well, if we do that, we can call him white and still be true to our own story. So this was again another situation where, we were kind of stretching the boundaries of poetic license in order to live up to the myth and yet still, remain as close as we could to the true story. Alors, pour ce qui concerne les Plus, acteurs, I just thought it looked cool. Donc pour les acteurs, c'est vrai qu'on peut le faire en infographie, mais c'est très cher et c'est assez difficile. Et nous, on voulait quand même quelque chose, et ce n'est pas assez authentique. Et on voulait quand même un résultat authentique, et puis on n'avait pas les moyens de toute façon de le faire. Et pour les acteurs, c'était important aussi qu'ils s'impliquent complètement dans les conditions de leur personnage. Et il avait même demandé, donc ça s'est fait avec naturellement le conseil et la présence de nutritionnistes et de coachs, et Ron a même demandé à Tom Hanks des conseils, parce que une première fois il l'avait fait tout seul, et il a eu des problèmes de santé par la suite, et quand il a fait Castaway, là il avait un nutritionniste avec lui, et les choses se sont bien passées. Donc pour la baleine, il dit que il y a des baleines albinos, mais qui avaient inspiré justement Melville, et la baleine donc de Moby Dick, et là en fait ils ont... Et ce n'est pas simplement cette baleine-là qui a coulé les sexes. Donc ils ont fait une sorte de compromis entre les deux. Comme les baleines vieillissantes se décolorent, ont la peau qui se décolore, ils ont décidé donc de faire un compromis, de permettre une certaine liberté sur le plan artistique, et tout en respectant quand même le mythe de l'histoire. Et aussi, ils trouvaient que c'était quand même cool et sympa d'en faire une baleine blanche. Hi, Mr. Roy. The light is very important in the movie. You worked with Todd Mantle, you worked with Danny Boyle, with Lars von Trier, very graphical director.
why did you choose to work with him? Well, I worked with Anthony on Rush, and I was very impressed by our collaboration. I enjoyed it, and I felt like it was psychologically driven, which was important to me because I don't really like the graphic ideas to stand alone. I want them to be to reflect, the emotional state of the characters as much as possible. Because of the classic nature of this story, I was very interested in presenting it in as modern and aesthetic as possible. So I asked Anthony if he thought we could achieve this, and we talked about it. And he had some good ideas about sort of blending old and new from a cinematic standpoint, and still finding ways to connect the characters to the sea, to the ship, to the whale, to each other, that I really agreed with, and I was excited about it. And so it was a pleasure to collaborate with him again. I was very, very pleased with what he did with the movie. Alors, il avait travaillé avec Anthony sur le film Rush, il avait été très impressionné par leur collaboration, parce que pour lui aussi, il fallait que... Non, parce qu'ils étaient tous les deux psychologiquement complètement en phase. Et pour lui, l'aspect graphique doit exprimer l'état émotionnel des acteurs. Et donc là, pour cette histoire, il y avait donc cet aspect classique de l'histoire. Il voulait qu'elle soit, en même temps, Ron voulait lui donner une touche moderne et esthétique. Et c'est là où Anthony, lui, a pensé donc mélanger donc l'ancien et le nouveau sur le plan cinématographique, et en donnant aux acteurs la possibilité d'être en relation totale et très naturelle entre eux, avec la baleine et avec la mer. Donc une sorte d'osmose un peu de tout ça. The other thing that I wanted was a kind of an intimacy and an intensity. And Anthony is very energetic. He takes these small cameras, he sort of crashes into the action with them, or he hides them in places that that are hidden away in a kind of unusual angles that just connect you to the action in cool, unusual ways. And so that sort of creative, that visual energy was something that I thought was going to be very helpful with this epic story. Et en fait, pour lui, il y a une intimité, une intensité qui sont très importantes. Et Anthony est quelqu'un qui a énormément d'énergie. Il prend une petite caméra et il va aller dans des recoins, dans des lieux assez inhabituels et auxquels on ne s'attend pas du tout, pour pouvoir avoir un angle particulier et créer comme ça une énergie visuelle qui aide énormément. Hi. A lot of TV shows are becoming a big hit movie. Will be interested to direct a Happy Days movie? And who is your Richie Cunningham? And another question: what about your project about the Beatles? Oh, okay. I don't have any personal ambition to revisit Happy Days as a director. Although it lives very fondly in my memory. Character? And who? I don't know. Justin Bieber. But the Beatles project is fascinating. Since my kids are grown, I have a little bit of time to experiment. And I did a documentary about Jay-Z's first music festival that he curated called Made in America. And I found I really enjoyed it, and I was able to participate, explore, and sort of put my stamp on it in ways that I honestly didn't expect to. And through that, through some of the people involved on the producing side with Rush, who also produce great music documentaries, I found myself, invited to make this documentary about the Beatles and their touring years. And I feel like that's an interesting odyssey. It's sort of its own adventure story. I feel like we can tell about this amazing group, and so I hope to live up to people's expectations. That may be an impossible task, but I'm having a fantastic time learning even more about those geniuses.
and the journey that they went on during that period from about 1962 to 66. To revisit Happy Days as an actor. It's the same character today? Yes. Would you accept to do that? Really? Well, every once in a while somebody asks me to act, and I'm just so busy directing. So even with Happy Days, I'd probably say, let's keep that one in the past. It's a good memory. Let's let it stay in the memory. Monsieur? Je traduis ou pas? Pardon. Alors, pour Happy Days, il dit non, qu'il n'a en fait aucune ambition, aucune envie particulière de revisiter Happy Days en tant que réalisateur, bien qu'il en garde une très très grande affection. Et à la question de savoir qui serait l'acteur, il a dit Justin Bieber. Quant aux Beatles, il dit maintenant que ses enfants ont grandi, il a le temps. Il avait fait ce documentaire sur Jay-Z, qui s'appelle Made in America, et il a pris énormément de plaisir à le faire. Et il a même, chose auquel il ne s'attendait pas du tout, laissé son empreinte aussi sur ce film. Donc, sur Rush, les producteurs, donc on en parlait de ce projet, et il s'est senti comme invité à le faire, de faire ce documentaire sur les Beatles et leur tournée. Et il a très envie de le faire parce que c'est vraiment pour lui une odyssée, c'est une grande aventure. Et il espère être à la hauteur de ce groupe, de leur histoire. Et pour l'instant, il en apprend énormément. Et il apprend énormément du parcours de ces génies, comme il dit. Hi. It seems that we're finally going to see The Dark Tower in 2017, but you're not directing it. What could you tell us about that, and why did you choose to not direct it? Well, I still can't really talk about it, although it's looking very, very promising. We think we found a really fantastic director, Danish guy, who's really outstanding. But I really can't talk about it too much. I've been asked not to reveal very much, but except if you're a fan like I am, you can be very hopeful that something good is coming. Donc voilà, vous avez compris, il ne peut pas en parler, il n'a pas le droit d'en parler, mais tout porte à dire que c'est extrêmement prometteur, et si vous êtes un fan, vous pouvez garder espoir parce que ça va être très bien. Ils ont trouvé un réalisateur extraordinaire, un Danois, mais il n'en dira pas plus. Nick Arcel. Oh, Nick Arcel. Oui, c'est encore moi, en fait, je vais partir ma question. Je voulais surtout savoir, d'avoir tourné ce film en 3D, est-ce que ça avait changé, si le film avait été post-converti, ou si dès le début c'était pensé, le bateau, le relief, etc. Did you from the start knew you were going to shoot in 3D, or was that done afterwards? No, we did not have the time or the budget to consider shooting it in 3D, but the movie was delayed from the spring to this time of year, and although it was completely finished, so there were no production reasons to delay. It was just a marketing decision, one that I agreed with, because I feel like this time of year is a time of year when audiences, they choose to see several movies over a holiday, not just one, and they open their mind a little bit more to different kinds of movies, and this is certainly a different kind of movie, so I'm excited about it coming out now. One of the other pluses was that we had time to consider doing a 3D conversion. And Warner Brothers has had a lot of experience with that, and they brought the idea to me. And I saw some test shots, and I felt like it not only brought even added intensity to the action, but it also seemed to offer texture and depth and power to the emotional character scenes as well. And once I saw which was only about 3 weeks ago, the final complete version, I was very, very pleased that we had this opportunity. And so my suggestion would be to people who enjoy 3D, I would go see the movie that way. But the movie was designed to be a totally immersive 2D experience, and I'm proud of the way it functions, in that medium as well. Alors,
le film avait été, il a été retardé, la sortie est retardée pour des raisons de marketing et rien d'autre, la production, tout était déjà fait. Et Ron est tout à fait content et convaincu parce que c'est le moment de sortir ce genre de film pendant les vacances, parce que il pense que les spectateurs ont le temps et la possibilité de choisir plusieurs films de ce style. Quant à la 3D et la conversion en 3D, d'abord, ils n'avaient pas du tout le budget pour faire le film dès le début en 3D, mais Warner, quand ils ont proposé justement de le faire par la suite, et que Ron a trouvé que ça rajoutait et de l'intensité, et de la texture, et de la profondeur, il s'est dit que bon, voilà, il en est très content. Si vous aimez la 3D, allez-y et regardez-le en 3D. Mais sinon, le film avait été conçu dès le départ en 2D pour une expérience immersive totale. Merci pour le film déjà. Je voulais savoir, à travers votre filmographie, on voit que vous exploitez différentes formes de courage sur différents angles. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez vraiment? Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres formes ou différents angles de courage que vous aimeriez exploiter? Le courage, vous avez dit? Le courage, oui, que ce soit dans Apollo 13 ou... D'accord. So in your filmography, you seem to always research and look into courage and different angles and different circumstances of courage. Is it true? Is it what you're looking for? I'm always interested in unusual ways in which characters can be tested and challenged. So a natural result of that, of course, are some examples of real courage, and also some examples of people who do not have the courage and can't face the challenge. So this movie in particular, you know, had examples of both, and that interested me. But I am, you know, I think I'm always interested in a movie where we can ask ourselves what we would do in that situation. And I don't know that I would be courageous, but I take a lot of inspiration whenever I see any story, where, you know, fiction or nonfiction, the reality, the news, where people take those extraordinary steps to achieve, to protect, to serve. I'm always very moved by that. So I am drawn to it in stories when I find it, without a doubt. But I would say, I would just also say that I would never try to force it into a story and manufacture that. But when it's there, you know, I certainly like to explore it. Alors, elle a toujours été justement intéressée par les manières dont les gens sont mis à l'épreuve et comment on en sort. Un des exemples, c'est aussi le courage, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas le courage de faire face et d'affronter les choses. Et donc, il y a ces deux cas dans le film et ça l'intéresse. Il sait toujours, lui, quand il regarde un film, il se dit... Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Il ne sait pas toujours comment il réagirait. C'est comme quand on voit, que ce soit à la télévision ou dans des films, des gens qui font des choses extraordinaires, que ce soit pour servir ou pour accomplir, et qui sont prêts à faire des choses absolument incroyables. Donc c'est quelque chose qui l'intéresse, il ne le mettrait, il ne va jamais le fabriquer, ça ne va jamais être un élément artificiel qui rentre dans l'histoire, mais quand ça existe, il va l'explorer. Mademoiselle? The ocean scenes are very powerful, but I felt in your movie that the most powerful and moving scenes were between Brendan Gleeson and Ben Whishaw. How did you convince them to come to this project and work with them to make these emotions so powerful? Thank you. I was very attracted to that portion of the story as well, and the screenwriting attracted them. You know, it was a very intensive but short period of shooting, but it was so focused, and again, each man did a lot of research. Some of the lines were coming out of that research, out of journals that were written by both Thomas Nickerson and Owen Chase, and Pollard's account of the event. There was a great book called Why Read Moby Dick that Nathaniel Philbrick wrote. Same writer. It's a very short but really interesting book that kind of connects the two stories in certain ways and reveals a lot about Melville. So it was
those scenes were always working on 2 or 3 levels, and it was very creatively intense and interesting both in the rehearsal period and our sort of 5 days of shooting to keep exploring all of those dimensions for the emotion, for the humor, and for the underlying themes. So I'm glad you liked it. Alors en fait, il était très attiré justement par cet aspect dans l'histoire, et merci de poser la question. Donc ces scènes-là, c'était des tournages courts, mais extrêmement intenses, très intenses. En fait, chacun des deux a fait énormément de recherches, à tel point qu'il y avait même des répliques qui venaient tout droit des journaux et de ce qu'avaient écrit Chase et Nickerson à l'époque. Et aussi, il y avait le livre Why Read Moby Dick, où là aussi, c'était une façon aussi qui révèle beaucoup de choses sur Melville et qui mettait en relation les deux aspects de l'histoire. Et ce qui exprimait aussi, là je suis un peu perdue, pardon, donc pendant le tournage et pendant les répétitions, ils se rendaient compte aussi des différents niveaux de lecture. Il y avait parfois 2 et 3 niveaux de lecture à ces scènes-là, et ils ont continué à explorer toutes les différentes facettes et toutes les dimensions, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan personnel. We're living a fantastic era in the movie industry right now, which is the era of remakes and reboots, and you know. What would you do if Fox Studios came and told you that they're looking to remake Willow? Oh, wow. Well, at this stage of my life, I just don't think I would want to go back and sort of remake one of my own movies. I love Warwick Davis, he's remained a friend, and George Lucas as well. So, if we were talking about extending the character and doing something else, that might be kind of interesting to be able to apply today's technology to the fantasy of Willow and that world. But even that would be something I'd have to be very thoughtful about. It's sort of a surprise to me that I've stayed with these Dan Brown projects, but each book hasn't felt like really a follow-up. It's kind of in its own mystery, and this latest one, Inferno, is a very modern kind of a crisis and more of a psychological thriller. And I love working with Tom Hanks, so I keep having these opportunities to yes, we're using the same character, but they always feel like different movies to me in some ways. Alors, il dit vraiment qu'à ce stage de sa vie, il n'a pas envie de refaire ses propres films, même s'il est resté très ami avec Davis et Lucas. Sauf s'il y avait, dans certains cas, la possibilité de faire évoluer le personnage en utilisant les technologies d'aujourd'hui. Comme par exemple, peut-être pour Willow, mais même si c'était le cas, il y réfléchirait énormément. Alors bien sûr, il est très surpris de faire là, son 3e film, toujours avec Dan Brown, mais il sent que chacun de ses livres a son propre mystère. Chacun est un livre à part, chacun est un film en fait à part. Et dans Inferno, il y a une situation de crise qu'il trouve extrêmement moderne. Il aime beaucoup les thrillers psychologiques et il adore travailler avec Tom Hanks. But I'm actually curious. I'm going to use you as a focus group right now. Maybe off the record, but raise your hand if you think a Willow sequel would actually be something that would be popular in the marketplace, or you'd want to see. Donc il voudrait vous tester. Est-ce que vous pensez que Willow, un remake de Willow aujourd'hui, une suite serait une bonne idée? No. Okay, that's a clear answer. I'm glad I tested it. Donc voilà, il a eu son test. Thank you very much. Thank you. Let's get